Saint-Etienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois je disais pourquoi pas le ballon vert aussi. Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Etienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e numéro du Forez Academy Podcast, ou FAP en abrégé. Le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Les petits coquins du web auront tout de suite compris la double lecture du nom de ce podcast. Pour les autres, on vous laisse chercher. Vous avez entendu, il y a une petite musique qui est derrière nous, c'est une petite nouveauté, on essaye de dynamiser un peu le podcast, on va voir si ça vous plaît. Messieurs, je tenais à vous prévenir juste que j'allais honorer une dédicace qui nous avait été faite sur la dernière Forez Academy, un fidèle lecteur qui s'appelle Bichon. Et il nous a demandé si on pouvait parler un petit peu plus avec l'accent stéphanois. Donc je vais faire une partie de cette intro avec le célèbre accent du Forez, comme on dit. Et pas du Forez, on s'est aussi fait reprendre là-dessus. Donc écoutez, je vais vous présenter avec l'accent comme on le connaît. Je tiens aussi à vous préciser que si jamais vous voulez faire une dédicace à la Forez Academy et que vous voulez qu'on vous fasse un petit coucou pendant le podcast, il n'y a aucun souci. Vous faites comme Bichon, vous commentez sur le site hors jeu sous la Forez Academy, donc sous chaque académie, et vous nous dites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ce que vous voulez, par exemple, si vous voulez que Robert vous fasse son salut emblématique avec l'accent belge, c'est possible. Il suffit juste de commenter et puis de nous le dire. Et puis Robert se fera un plaisir de vous le faire. Allez, on va y aller. Donc, au niveau de mes intervenants, il y a les gens d'Alu de la Forez Academy. On commence par les acolytes de toujours, les derniers à pitancher au cani, à se boire des petits quinchons à la divette. Alors, je vais commencer par celui qui voit l'avenir dans la fumée de sa pipe. Pour lui, c'est écrit, les Verts vont pas s'aplater, ils se maintiendront à la fin de la saison. J'ai nommé Grugier Rocher. Et qu'est-ce qu'il dit, mon Grugier ? Salut Roland. Ensuite, celui qui envisage très sérieusement de se faire floquer un maillot Camara parce que c'est son pio préféré, j'ai nommé Robert Binouzaret. Qu'est-ce qu'il dit, mon Robert ? Salut tout le monde. Et enfin, celui qui n'arrive pas à passer une journée sans avoir la chanfante d'Anthony Modeste dans le gando depuis 10 jours, moi-même, Roland Gromerdier. Alors mes gnilles, on n'a pas notre déjà 7 points sur 9 possible. Pas de défaite depuis le dernier numéro du FAP et ce badour-là de Domenech qui se fait débarouler aujourd'hui. Ça donne pas envie de faire la pampille, ça ? Enfin bon, on n'est pas là pour parler des mâches et des quenelles. On a un programme aussi. On va être aussi ouf qu'un ventre stéphanois qui est rempli de barboteurs. En première mi-temps, on va vous faire un petit tour d'horizon. Coupe de France, pognon, un mouma la bistronnier et Aouchiche qui se prend pas pour le fils à Kikandeur. Enfin ça, c'est d'après certains bages à fleu. Et en deuxième période, c'est le Mercato dont on va causer, avec les pios qui nous ont rejoints et les Jargis qui sont restés bien loin du chaudron. Oh là, elles sont prêtes les gnilles ? C'est parti, on va prendre du souci. When on the Night, le numéro 4 du FAP, 42 minutes de plaisir sur les Verts, c'est ménère mes blés. Et peut-être qu'un jour, les uns ou les autres, vous serez sur Saint-Etienne et je serai très heureux de vous accueillir. Et oui, très heureux de nous accueillir, Roland. Son petit extrait de son intervention à la TV égyptienne pour lancer ce numéro 4 du FAP. J'espère que ça aura plu à Bichon, ce petit accent stéphanois. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des dédicaces, comme on vous l'a dit, on est ouvert à toute proposition, enfin tant que ça reste dans le domaine du possible et puis du politiquement correct, on va dire. Messieurs, du coup, on va faire le tour d'horizon de l'actualité stéphanoise, qui a été assez chargée malgré tout. On a eu le Mercato, bien sûr, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais on a eu d'autres choses qui se sont passées. Bon, on va démarrer déjà par ce qui nous attend demain, la Coupe de France contre Sochaux. Donc, un match avec un horaire un peu bizarre, à 18h45, au Stade Bonal. Donc, ça sera diffusé sur Eurosport 2, pour ceux qui veulent regarder ce match. Et puis on a notamment donc appris qu'on avait pas mal d'absents, puisque Gourna et Bouanga étaient déjà suspendus, Amouma est blessé, Neyou est incertain, et Moulin est aussi diminué, et du coup Puel avait quand même décidé de titulariser Bajic à sa place.
Donc on devrait avoir une formation assez remaniée demain, ce qui devrait aussi permettre de faire tourner un peu l'effectif qui enchaîne les matchs à un rythme assez effréné en ce moment. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire, les gars, pour demain? Comment vous voyez ce match? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose de faire tourner? Et puis qu'est-ce que vous attendez en fait de cette Coupe de France? On va démarrer par toi, Gruger. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, c'est toujours un plaisir de jouer contre Sochaux. C'est quand même un club historique. En plus, il y a des petites histoires avec, parce que on a des gars comme Gengini, plus tard Ilan, qui sont passés chez nous. Amouma, évidemment. Mais au-delà de ça, ça fait surtout plaisir que Bagic ait été confirmé titulaire par Puel. Ça va faire très plaisir de le voir à l'œuvre face à Sochaux, 8e de Ligue 2, qui fait une saison moyenne en tout point. Et c'est normal quand tu sais que Florentin Pogba est titulaire chez eux. Il fait partie des 5 joueurs de champ, des 5 joueurs qui ont le plus joué. Ah ouais, quand même. Et je pense que c'est bien effectivement de faire tourner un peu, de donner la chance à certains, soit d'évoluer à leur poste de prédilection, soit de montrer de quoi ils sont capables. J'aimerais beaucoup voir aussi Youssouf, par exemple, et j'aimerais bien le voir en position de 8. Ok. Et toi, Robert, t'en attends quoi de ce match demain? Alors c'est un match important, parce qu'on est sur une bonne lancée, comme tu l'as dit, avec 2 victoires et un nul. Donc il faut confirmer et pour rester sur la dynamique, prendre confiance. Forcément, comme vous le dites, la composition de Puel, elle va être scrutée. Je pense notamment à la charnière Moukoudi-Cissé. Est-ce qu'il va réaligner à nouveau les 2 joueurs afin qu'ils puissent prendre des automatismes, parce que je pense que c'est désormais la charnière titulaire qu'on aura. Ouais, est-ce qu'il va les faire souffler juste parce qu'en fait j'ai oublié, mais il y a Debuchy aussi qui est absent, donc il va peut-être évoluer encore avec une charnière à 3. Peut-être, mais du coup je sais pas, la question se pose, est-ce qu'il faut les faire souffler parce que le calendrier est dense? Il y a un match qui nous attend dimanche. Donc est-ce qu'on les aligne à nouveau? Ça sera une des interrogations derrière. Et puis là, le Puel vient de sortir son groupe avec le retour de Aouchiche, qui a été, ça aussi on en parlera tout à l'heure, mais qui a été un petit peu mis de côté pour un match, sanctionné ou pas, c'est toute l'interrogation, mais en tout cas il est de retour dans le groupe. Et vous parliez de joueurs à leur poste, et là aussi Aouchiche, on aimerait bien le voir à son poste, ce serait bien. Ouais, surtout contre une Ligue 2, je pense, où il y aura peut-être un petit peu plus d'espace pour se faire plaisir en termes de jeu. Enfin, même si on n'est pas à l'abri que les mecs viennent poser le bus devant leur cage, mais bon, on verra quoi. Donc c'est peut-être en effet un bon match pour essayer de relancer Aouchiche à son poste. Écoutez, ouais, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, mis à part que l'impression que cette Coupe de France elle est un peu au rabais encore cette année. Enfin, déjà l'année dernière c'était déjà très bizarre, même si on avait pu aller au moins jusqu'en demi-finale de façon normale, on va dire, mais jouer une finale en plein milieu du mois de juillet, c'était quand même assez bizarre. Là, enfin, il y avait des matchs tout l'après-midi. Alors moi, j'avais même pas suivi qu'en fait ça démarrait aujourd'hui, mais je crois que Marseille jouait à 15h. Enfin, des trucs comme ça. Horaire, ouais, j'ai découvert ça aujourd'hui, donc j'étais pas du tout au courant. Et on peut faire un petit clin d'œil, en profiter, Roland, pour faire un petit clin d'œil aussi à partir Ligue 1, mais donc pour Canal+, qui a récupéré les droits, comme on le sait, et qui a eu la super idée donc de déplacer le match programmé à 21h et de le mettre à 13h donc le samedi. Donc c'est encore une super idée de génie, et bravo. C'est encore le football populaire qui en fait les frais, et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va jouer maintenant le samedi à 13h, le dimanche à 13h aussi, donc bon. Ils ont complètement revu et rebattu les cartes au niveau des horaires, et c'est pas forcément une bonne chose, je trouve, mais bon, ça, chacun a son opinion là-dessus. Écoutez, oui, voilà, pour la Coupe de France, on verra demain, on espère une qualif. Après, je sais pas si c'est l'année sur laquelle il faut compter faire un grand parcours en Coupe de France, vu que le championnat est quand même assez mal embarqué en ce moment, donc on va voir. Dans tous les cas, il faut pas cracher sur une qualification.
et puis éviter de balancer ce match parce que ça pourrait aussi avoir des conséquences sur le mental et faire en sorte que les joueurs pas les mettre dans des bonnes dispositions pour justement aller chercher des victoires sur les autres matchs. Le mental, comme disait Le Ghislain. mental de Ghislain. Tout à fait, il nous manque. On pense à lui à Bordeaux avec son pote retraité Jean-Louis Gasset. Ça passe Voilà. bien d'ailleurs. Hein. Ouais, bah, ils se sont fait éliminer, non? Ouais, Ils se sont fait sortir, je crois. à Toulouse. Ouais. Bon, bah voilà. Écoute, tant pis pour eux. Bref. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'était la balance des transferts, puisqu'on a vu que l'Observatoire du football a sorti des chiffres sur les transferts, enfin sur les 10 derniers mercatos, et la SSE donc, possède une balance positive de 78 millions. Donc 68 millions de dépenses, 146 millions de recettes. Alors on est d'accord, il faut faire attention parce que ce chiffre ne veut pas dire que tout cet argent est disponible, et ça ramène encore une fois aux charges que la SSE a pu payer et paye d'ailleurs toujours en partie, avec notamment des salaires importants pour certains joueurs. Donc voilà, 78 millions de recettes sur les 10 derniers mercatos, c'est plutôt un bon score. Je crois qu'ils font partie des 5 plus gros, des 5 plus grosses balances en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce chiffre-là? Alors, on pense bien sûr aux ventes de Saliba et Fofana, mais est-ce que c'est un signe de bonne gestion? Et surtout, est-ce que cet argent a été bien réinvesti selon vous? Robert, vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Alors ouais, effectivement, je pense que c'est plutôt bon signe. Alors aujourd'hui, le football actuel est clairement basé sur le trading de joueurs, c'est-à-dire former des joueurs et puis les vendre le plus cher possible. C'est malheureusement le football actuel qui vaut ça. Donc c'est plutôt bon signe de voir qu'on a bien vendu, comme tu disais, des joueurs comme Saliba, Fofana. Ça montre aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, au niveau des centres de formation, Saint-Etienne était extrêmement mal placé. On n'apparaissait même pas dans les classements. Et il y avait un revirement de situation, peut-être avec une meilleure gestion interne, une prise de conscience de l'importance d'avoir un bon centre de formation. Il y a eu la victoire en Gambardella qui a permis de montrer tout le potentiel. Et on voit aujourd'hui que voilà, on arrive quand même à. C'est compliqué en Ligue 1 avec ces jeunes joueurs, mais bon, on a quand même un effectif, des jeunes en devenir et de qualité, hein, des joueurs comme Camara qui sont très prometteurs. Et bref, petite blague, mais voilà. Donc je pense que c'est plutôt bon signe de voir qu'on est capable de sortir des joueurs parce que c'est aussi le football actuel qui veut ça. Si on veut rester en vie et avoir des finances saines, il faut être capable de vendre et de bien vendre. Toi, Gruger, ça t'inspire un petit peu cette balance positive? Tu penses que on est sur la bonne voie, qu'on peut espérer être encore positif dans les années à venir? Pour l'avenir, pour cette partie de l'avenir, malheureusement, j'ai du mal à lire la fumée de ma pipe. Mais ce chiffre, en fait, ça, je pense qu'effectivement, c'est encourageant pour la suite parce que les ventes de Saliba, Fofana, elles ont été un peu précipitées. Je regrette énormément celle de Saliba, notamment. Mais voilà, dans ce chiffre, il y a aussi, il y a des actifs aussi. Ça comprend aussi cet argent passe aussi dans le fonctionnement et l'entretien du centre Robert Herbin. Il y a le remboursement de certains prêts, dont ceux pour les travaux du centre. Et puis, tout à fait. Comme a dit Robert, il y a le centre de formation qui tourne bien. Donc ça, c'est de bon augure. J'espère d'ailleurs que tout ce qui est renouvellement de contrat, on en a déjà parlé, ça va bien se passer aussi. Puel a communiqué là-dessus. Il n'a pas la main sur le financier pur, donc il doit être aussi dans l'expectative. Mais aussi, je trouve que cela pose aussi la question du fonctionnement du club, de la rémunération de certains partenaires et d'intermédiaires qui gravitent autour de la SSE. Et je pense qu'on ne connaît pas tout à fait le train de vie du club. Et que, vu ce qui se passe avec la crise actuelle, avec la nouvelle politique et l'arrivée de Puel, qui est donc manager, qui a un siège au conseil d'administration, je pense que
le club devrait retrouver un train de vie un peu plus modeste, un peu plus raisonnable. Ouais. On espère en tout cas que Puel va réussir à assainir un petit peu le fonctionnement. Bon, il en avait déjà parlé quand il était arrivé, hein. Il disait que il était en mission pour sauver le club et que du coup il y avait des choix qui avaient été faits par ses prédécesseurs, hein. Il n'avait pas dit forcément Jean-Louis Gasset parce que Jean-Louis Gasset l'a mal pris en interview. Il y fait souvent référence en disant que bah oui, c'est pas non plus toute sa faute, on est d'accord, mais voilà, il y avait des choix qui ont été faits avant Puel et ces choix-là ont conduit à justement avoir le train de vie dont tu parles, Grugier, et je pense qu'en effet il faut faire un bon coup de ménage là-dedans et puis assainir un petit peu tout ça. Ensuite, bah écoutez, moi je voulais parler de 2 joueurs là rapidement qui ont un petit peu fait l'actu stéphanoise là ces derniers jours. Donc il y a Amouma. Alors Amouma d'ailleurs d'abord il a fait parler de lui sur le terrain et c'est ce qu'on lui demande. Il a été très bon contre Metz, mais malheureusement Amouma il a aussi fait parler de lui en dehors du terrain avec une nouvelle blessure. On l'a vu sortir en se tenant un petit peu la jambe, on savait pas trop ce qu'il avait et apparemment donc ça aurait été, c'est une blessure, donc c'est une lésion au niveau de l'ischio-jambier. Donc c'est Evect j'ai lu ça sur Evect, donc et donc ils nous apprennent qu'il louperait 1 mois, donc ça ferait les matchs de Sochaux, Rennes, Reims, sachant que Reims il était automatiquement suspendu pour ce match-là, Lorient et Lens. Donc ça fait quand même pas mal de matchs. Et une nouvelle fois, on a un joueur qui fait l'unanimité ou presque sur le terrain et dans le vestiaire, mais qui est incapable de capitaliser plus de 3 matchs de suite sur ses bonnes performances. Donc moi je voulais avoir un peu votre avis sur Amouma. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que sa prolongation n'est toujours pas actée et les discussions sont toujours en cours. Grugier, toi, Amouma, qu'est-ce que ça t'évoque? Amouma, ça reste un joueur qui, sans son physique fragile, il aurait dû avoir une toute autre carrière. Son irrégularité, elle est due à ses séjours à l'infirmerie. On sait qu'il est difficile de revenir après des blessures musculaires. Il a aussi souvent dû jouer blessé. Je pense qu'on réalise pas, nous, combien de fois des pros jouent malgré de petites blessures. Et vu son physique, ça a dû être souvent le cas. Il a eu un certain progrès avec son physique il y a quelques saisons lorsqu'il avait eu des semelles orthopédiques. Ouais, il paraît, ouais. Qui le soulageait un peu au niveau des mollets. Mais voilà, Amouma est régulièrement parmi nos meilleurs joueurs offensifs lorsqu'il n'est pas le fer de lance de l'attaque, comme ça a été le cas contre Metz d'ailleurs. Donc ça en dit long quand même sur son talent et ses capacités, parce que arriver à mieux performer que certains qui n'ont pas autant de pépins, c'est quand même pas rien. Et on a de la chance d'avoir un tel joueur aujourd'hui encore. Donc comme je disais, contre Metz, il a été de très loin notre meilleur joueur offensif. Si on le prolonge, je pense qu'on se fera du bien, parce qu'on est sur le FAP après tout. Et je pense que Puel a été intelligent de le replacer dans une position plus axiale et que ça peut lui permettre de faire quelques saisons encore très intéressantes pour le club. Toi, Robert, tu penses que donc prolongation d'Amouma, c'est une priorité? Est-ce qu'il faut le prolonger à tout prix ou pas? Je suis partagé voilà, on n'est pas dans les coulisses du club et on ne sait pas pourquoi ça traîne autant. Parce qu'on peut quand même le dire que c'est pas, il fait des appels du pied, mais visiblement il n'y a pas d'accord. Alors on sait pas. Il a eu une proposition apparemment. Ouais, mais du coup c'est vrai que c'est un joueur quand même qui se rapproche de la fin de carrière. Et honnêtement, s'il peut encore nous rendre des services, il faut être honnête, ce sera désormais plus un joueur titulaire. Hein. Il faudra le voir aussi s'il reste 1 ou 2 saisons de plus comme un joueur qui fera des brides de match. De toute façon, il les fait déjà, puisque c'est un joueur, de par son physique, là on le voit, hein, qui est capable de jouer sur les matchs 50-60 minutes tout au plus. Au-delà, ça devient compliqué. Je trouve que on était déjà tous très étonnés qu'il fasse autant de matchs à la suite. Ça faisait très longtemps. Je pense que ça serait intéressant de regarder les statistiques, de voir combien de matchs à la suite il a réussi à enchaîner sans être blessé. Je pense que ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé. On en a profité un petit peu. Il nous a fait profiter de son talent. Je trouve qu'il est beaucoup plus libéré. Ça se voit dans ses gestes techniques, dans son style de jeu. On sent qu'il est, je sais pas, libéré d'un poids, il a envie de se faire plaisir. Et c'est vrai que c'est un plaisir de le voir jouer. C'était un plaisir de le voir jouer. Malheureusement, il y a cette blessure.
Mais c'est vrai que je suis un peu partagé sur sa prolongation. Il peut encore nous apporter, mais dans un rôle, je pense, différent et plus comme le meilleur buteur de l'équipe qu'il est actuellement. Et il y a un autre joueur donc du coup qui aussi fait une certaine unanimité au niveau technique, c'est Aouchiche. Par contre, c'est pas du tout la même trajectoire pour l'instant. Et d'ailleurs, il a été sanctionné entre guillemets par Claude Puel puisqu'il n'était même pas convoqué dans le groupe pour le match contre Metz. Il avait même été envoyé en réserve. Alors donc, la question a été posée à Claude Puel en conférence de presse, donc en demandant est-ce que Adil Aouchiche a été sanctionné, et Puel a répondu en disant non, pas du tout. Donc si à chaque fois que je ne prends pas un joueur c'est une sanction, alors il y a beaucoup de sanctions. J'ai 30 joueurs disponibles, il y a de la concurrence, il y a des méformes. J'aime bien que chacun ait cherché du temps de jeu, il y a un effectif, c'est comme ça, tout le monde évolue et se bat pour l'équipe. En fait voilà, c'est pas du tout une sanction, mais Puel en fait fait tourner et puis gère son effectif en envoyant certains éléments parfois en réserve. Donc je sais que toi Robert par exemple, tu comprends la position de Puel, mais tu t'interroges un petit peu par rapport aux prestations de Bouanga et de Boudbouz par exemple. Exactement. C'est vrai que c'est un peu emmerdant de voir Aouchiche. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est sûr que c'est emmerdant de voir Aouchiche comme ça, même pas dans le groupe et mis sur la touche, quand on voit que des mecs comme Boudebouz y sont, et que Bouanga, lui, est toujours titulaire alors qu'il a un séjour sur le banc, quand même, semble à tous, je crois, inévitable. Après, Aouchiche, il faut aussi temporiser. C'est un jeune joueur qui avait franchement quasiment aucun match de Ligue 1 dans les jambes. Hein. Il avait beau venir du PSG, il n'était pas titulaire du tout au PSG. C'était un très jeune joueur. Il a quand même fait quelques passes décisives et marqué déjà 2-3 buts pour une première saison en Ligue 1 alors qu'on n'est qu'à la 25-26e journée. C'est pas non plus catastrophique. Il joue dans un poste, je le redis encore une fois, qui n'est visiblement pas le sien, où il a du mal à s'exprimer. Il a sur un côté, le repli défensif c'est pas son fort. Il peut pas faire admirer toute sa technique. Donc forcément, on en attend plus parce que c'était le transfert un petit peu phare de l'été et qu'on sait qu'il y avait une grosse concurrence sur ce dossier. Mais moi, j'ai confiance en Puel pour le gérer, pour réussir à le stimuler et à le piquer aussi dans son orgueil pour qu'il fasse une belle fin de saison. Ouais, tout à fait. Toi, Gruget, t'en penses quoi d'Aouchiche et de la gestion de Puel avec lui? Pour le coup, mon petit doigt me dit qu'il y a sans doute eu quelque chose au niveau de l'attitude d'Adil, que ce soit niveau comportement ou investissement à l'entraînement. Et Puel, il est dans l'éducation. Avec autant de jeunes joueurs, il faut pas l'oublier. Et Adil est arrivé de Paris en Petit Prince avec une saga qui a créé de l'attente. Il est possible qu'il faille lui rappeler d'être humble parfois. Il faut le pousser à travailler, établir son hygiène de travail pour qu'il puisse pleinement se développer. Et niveau communication derrière, ça sert à rien pour Puel de l'accabler publiquement si il a été très clair en interne. Et au contraire, ce serait contre-productif avec un aussi jeune joueur, surtout dans un club comme Saint-Étienne qui aime bien les gars bosseurs, sinon ça va vite crier à la mine. Donc ouais, peut-être qu'il n'y a rien, mais ça ne m'étonnerait pas que Puel s'applique à façonner Aouchiche pour qu'il progresse en tant que professionnel et en tant qu'homme. Et quand tu vois les prestations de Bouanga, mais Boudbouz aussi, surtout là, ça m'étonnerait pas. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que c'est de la gestion de la part de Puel qui a l'habitude de traiter avec des jeunes joueurs et qui justement les encadre du mieux qu'il peut pour essayer de les faire progresser aussi bien footballistiquement que, on va dire, humainement. Et à mon avis, Aouchiche a juste pris une petite leçon par rapport, comme tu dis, des attitudes ou un comportement dans le travail qui ne satisfaisait pas Claude Puel. On a tendance à l'oublier, mais on a tendance à l'oublier, mais il a le même âge que Gourna. Il est plus vieux, hein, il a 19 ans. Gourna, il a 17. Ouais. Oui, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça reste un jeune joueur et c'est loin d'être un cadre de l'équipe, quoi. C'est vrai qu'au début, on l'a beaucoup vu dans l'équipe, il était titulaire d'entrée et on s'est tous imaginé que c'était devenu un joueur phare de l'équipe, mais c'est pas le cas. Je pense qu'il a besoin encore de progresser, comme vous dites. Ouais, tout à fait.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité des 2 semaines qui nous séparaient du précédent épisode. On va passer à l'autre actualité brûlante, hein. C'était le mercato, donc qui s'est terminé à début du mois. Et ben écoutez, on va en parler dans cette deuxième période. Et avant ça, on va lancer ça avec un petit jingle. Forcément, la recrue phare de ce mercato et sa chanson qui nous a tous entêtés pendant quelques temps, Anthony Modeste. On va pas démarrer par lui, on va plutôt parler, on va faire ça chronologiquement. On va parler du premier qui est arrivé, on a un peu tendance à l'oublier, mais la première recrue du mercato, c'est Boubacar Fall, le gardien, donc qui est arrivé le 5 janvier. On avait déjà évoqué son cas, hein, dans l'épisode 2 qu'on avait consacré au gardien. Bon, j'ai pas énormément de choses à dire de plus sur lui, puisqu'on l'a toujours pas vu jouer. Et à mon avis, on ne le verra pas jouer sauf accident nucléaire. Il y a quand même, clairement, c'est le 4e gardien dans la hiérarchie de Puel. Il y a Moulin en 1, Bajic en 2, Green en 3 et puis Fall donc en 4. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Après, Gruget, toi, est-ce que tu penses à dire, est-ce que la venue de Boubacar Fall est on va pas répéter ce qu'on a dit dans le deuxième épisode, mais est-ce que toi tu le vois jouer d'ici la fin de saison ou tu penses que c'est plutôt une promesse et qu'on le verra plutôt jouer la saison prochaine? Moi, je mettrais pas une pièce sur une apparition d'ici la fin de saison. D'autant plus que Bajic, on le voit pas assez. Ouais. Et j'aimerais bien le voir un peu plus et qu'on puisse commencer à préparer la suite. Tout à fait. Et toi, Robert, du coup, Fall, Alors moi ça non, t'inspire quoi? moi non plus, je mets pas une pièce, mais là, par exemple, sur le match contre Metz, si je me trompe pas, il était numéro 2 parce que Basic n'était pas dans le groupe. Hmm. Et c'était lui qui était, je crois, hein, sur le banc au numéro 2, D'accord. puisque maintenant il est Ouais. qualifié. Je vais vérifier ça, je ne veux vraiment pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était le cas. Et donc, effectivement, si Moulin s'était blessé, on aurait pu le voir à l'œuvre. D'accord. Ouais, j'ai pas fait attention. C'est vrai que là, tu m'apprends quelque chose. J'ai pas fait attention si c'était lui qui était en numéro 2 sur le banc contre Metz, mais peut-être Je possible. vérifie ça tout de suite. Après, je sais Green. mais Green, je crois qu'il sortait de Covid, hein, donc c'est possible qu'il ait pas totalement récupéré. Donc, Il me semble et que c'était Bajic Green. avait été envoyé avec la réserve. Donc c'est vrai qu'il a été avec Aouchiche jouer en réserve contre Clermont. Donc possible que ça soit Fall. Alors non, je vous dis une bêtise, c'était Green sur le banc. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Bon. Bah écoutez, tu Mais auras un par contre, il avait gage. fait le déplacement. Ouais, il avait fait le déplacement. Par contre, je me souviens à Strasbourg, il n'était pas qualifié, mais il avait fait le déplacement avec le groupe Ouais. lorsqu'il y avait tous les cas de Covid. Tout à fait. Voilà. Bon, bah écoutez, Boubacar Fall, on verra. On peut pas en dire grand-chose. On espère que ça sera un gardien qui nous apportera quelque chose et qu'on verra à l'œuvre sans doute la saison prochaine, enfin, si tout va bien pour lui. Même si pour le moment, c'est pas forcément l'option numéro 1 en remplacement de Moulin, puisqu'on espère tous que Bajic va prendre sa suite, vu qu'il est annoncé comme le gardien le plus prometteur du lot. La deuxième recrue, donc on l'a déjà vu jouer 2 fois, c'est Pape Cissé. Donc Pape Cissé qui est arrivé le 30 janvier en provenance de l'Olympiakos. Donc c'est un prêt payant de 600 000 € jusqu'à la fin de la saison. Et il y a une option d'achat à 13 millions. Donc c'est autant dire qu'il y a peu de chances qu'il reste chez nous la saison prochaine. Moi j'avais regardé, donc j'avais académisé le match contre Nantes, je l'avais trouvé moyen, mais j'avais pas eu envie de le fracasser tout de suite parce que déjà il venait d'arriver, donc c'est pas évident de se mettre dans le bain alors qu'on est là depuis 2 jours. Et par contre contre Metz, avec un peu plus d'entraînement dans les pattes, on a vu que ça pouvait être un joueur qui pouvait énormément nous apporter. Et d'ailleurs, je vais peut-être laisser la parole à Grugier qui a académisé le match contre Metz et qui donc pourra peut-être nous donner un avis un peu plus complet sur la performance de Pape Cissé. Ouais, je me suis retrouvé à lui mettre un 5 sur 5, il me semble. Oui, Il a été. dithyrambique. Ouais, un peu, parce que je pense que au-delà de ses qualités, c'est un match qui a mis en avant ces qualités-là, justement. Et il a été incroyable dans les airs, très bon dans le placement, exceptionnel dans les duels. Il est impressionnant lorsqu'il se projette en avant, parce qu'en plus, il a failli marquer à la réception d'un coup franc. Et il était aussi
tout connement, il était très en jambes ce jour-là. Je l'ai trouvé très sûr sur ses appuis dès le début du match. Et même face à des petits gabarits comme Wagner, il était très vif. Donc c'est de bon augure pour la suite. L'entente avec Moukoudi, elle était assez évidente sur ce match-là. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Très bien. Toi, Robert, t'en as pensé quoi du coup de Pape Cissé sur ces 2 matchs-là qu'on a vus? Bah, c'est vrai qu'il apporte quelque chose quand même, là où il y avait un gros déficit, je pense que Puel l'avait identifié, c'est le domaine aérien. On n'était pas colo et il prenait aucun ballon de la tête, hein, donc forcément j'ai déjà remarqué ça, c'est-à-dire que chaque duel aérien il prenait pas un seul ballon. Donc là je crois que ça nous apportait vraiment une sérénité là, notamment sur la fin de match là, avec les joueurs messins qui ont essayé de mettre les ballons devant, c'était infranchissable quoi, ils prenaient tous les ballons de la tête, donc ça c'est vrai que c'est un gros plus et ça va vraiment nous soulager dans ce domaine-là. Et puis j'ai noté aussi une belle qualité de passe dans les pieds. Tout à fait. Même dans le jeu long, j'ai vu faire 2-3 balles longues qui arrivent dans les pieds. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ouais. Ouais, on est d'accord. C'est une recrue qui a montré un certain potentiel. On espère qu'il va confirmer sur la dizaine, quinzaine de matchs qui lui reste à jouer avec nous d'ici la fin de saison. Comme je vous disais, l'option d'achat est un peu élevée. À mon avis, on ne le reverra pas l'année prochaine, sauf voilà, énorme cadeau tombé du ciel dans de ses et qui nous permettrait de lever l'option. Mais voilà, donc il faut en profiter. Lui, il est là pour se montrer. Écoute, moi, j'avais envie de lui dire, vas-y, mon blé, montre-toi et emmène-nous le plus loin possible. Il avait donné une interview assez marrante en disant que il reste combien de matchs? Il reste 16 matchs, et moi je vise 16 victoires. Enfin, bon, un discours un petit peu à la Brandao, quoi. Donc moi j'arrive ici, on veut se qualifier pour la Ligue des Champions. Je sais pas si c'est de la méthode Coué ou s'il y croit vraiment, mais dans tous les cas, ça fait jamais de mal d'entendre un peu d'ambition dans le discours des joueurs, et puis s'il arrive à traduire son ambition par des gestes sur le terrain et à tirer ses coéquipiers vers le haut, on sera tous gagnants, je pense. Voilà pour Pape Cissé. Vas-y, Grégory. On en avait déjà parlé entre nous, il me semble, mais j'espère qu'il ne fera pas une Diakhaté. Oui, à partir de son voisin. Qui nous filera pas dans les doigts et pour aller signer à Lyon, quoi. Après, il peut faire une Diakhaté, hein, parce que Diakhaté, il a été nul à Lyon, hein, donc Diakité, pardon. Oui. Il a été nul à Lyon, donc bon. S'il est nul à Lyon, tant mieux. Hein. Mais on préférerait à la limite qu'il reste chez nous pour l'instant. Après, on verra sur la longueur si on aura le même discours en fin de saison. Et puis la dernière recrue du coup de ce mercatar, c'est Anthony Modeste, pardon. Il est arrivé le 1er février, lui, donc le dernier jour, en provenance de Cologne. Donc on sait que son arrivée, Anthony Modeste n'était pas forcément le premier choix. Donc il est arrivé en prêt sec, sans option d'achat. C'est un transfert express qui a été bouclé en 120 minutes apparemment, hein. Donc ça a été vite fait, prise de contact, oui il est dispo, allez hop c'est bon tu signes et puis basta quoi. Donc c'est un joueur qui est à la relance, hein. Il a eu un début de saison compliqué à Cologne, hein. Il a quand même eu 90 jours d'absence depuis août, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis il est quand même dans l'ensemble en difficulté depuis son retour de Chine, donc il était parti donc de Cologne pour aller signer en Chine. Il est resté 1 an et demi là-bas, il est revenu en 2018 et il a marqué que 10 buts depuis son retour en 2018. Donc 6 en 2 Bundesliga et 4 en 1 Bundesliga, donc c'est pas non plus faramineux. Écoutez, moi je voulais avoir un peu votre avis sur Anthony Modeste. Est-ce que vous pensez que c'est la recrue qui nous manquait en attaque? Robert, vas-y toi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors compliqué. Comme tu l'as dit, c'était pas le choix numéro 1. On sait clairement maintenant que le choix numéro 1 c'était le joueur égyptien Mostafa Mohamed, qui nous a filé entre les doigts pour après moult rebondissements pour signer en Turquie. Le choix numéro 2, on saura vraiment jamais, mais il y avait quand même Mbaïnian qui était revenu sur le tapis. Après moi je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Modeste est un bon joueur avec un bon CV. Effectivement, il a quand même marqué beaucoup de buts en Allemagne. Il a le profil qu'on a, un profil qu'on n'a pas, qu'on a déjà vu quand même quelques, même si
il a été un petit peu discret sur le match contre Metz, mais on a quand même vu quelques trucs intéressants dans son jeu de haut but, cette capacité quand même à prendre un petit peu la profondeur. Ouais. Donc un profil qu'on n'a pas. J'ai envie de dire à voir. C'est un pari sans risque. Je pense que tout le monde peut être gagnant. Lui pour se relancer, nous pour espérer avoir enfin un attaquant qui marque des buts. Après, je pense que sur un marché, de toute façon, on n'avait pas de budget. Voilà, la solution, c'était d'avoir un prêt. Je pense que tout le monde est gagnant. Et que maintenant, il faut qu'il marque vite pour aussi prendre confiance et montrer qu'il peut aider l'équipe. Okay. Mais il a l'air un petit peu à court de forme. Ouais. Aussi. Ouais. Toi, Gruger, t'en penses quoi du coup de l'arrivée d'Anthony Modeste? C'est une bonne pioche? Pour moi, c'est une très bonne pioche si on se fie à sa qualité. L'opération est, je trouve, assez inespérée parce qu'effectivement, boucler ça en 120 minutes avec Cologne qui prend une grosse partie du salaire du joueur, c'est quand même pas mal. Les interrogations, elles sont pas sur la qualité du joueur. Moi, c'est un gars d'ailleurs que j'aurais aimé voir tester en équipe de France derrière Giroud, parce que on l'a dit, son jeu de haut but est quand même pas mal. C'est un gars qui, à un moment donné, a vraiment carburé en Allemagne. Il y avait une vraie qualité dans ses perfs. Les interrogations, oui, elles sont purement physiques. C'est normal qu'il arrive à court de forme parce qu'il a eu des blessures au genou et au dos. Ouais. Il a aussi pas mal été esselé. Je l'ai vu contre Metz. À partir du moment où Amouma est sorti, il était seul devant. Donc c'est difficile de le juger encore. Je pense c'est là aussi où c'est là un peu où je regrette, tu vois, cette prise de risque parce que on a besoin d'un buteur, on marque pas de but, enfin marquer peu de buts en tout cas. On a besoin d'un buteur qui marque tout de suite et aller prendre un mec qui est à court de forme, je trouve le pari un peu risqué quand même. Comme on a dit, c'était pas le premier choix. Après, ils voulaient Mostafa Mohamed. Bon, ils ont mis le paquet pour le faire signer. Ils n'ont pas réussi. On va en parler juste après d'ailleurs, mais voilà quoi. Anthony Modeste n'était pas le premier choix et on a fait avec les moyens du bord. Après, on verra si le pari se révèle gagnant, mais je pense que malheureusement, on n'avait peut-être pas les moyens de faire mieux. On n'avait pas les moyens, oui, sûr. Et pour le coup, Modeste connaît la Ligue 1, là où Mostafa Mohamed aurait aussi mis du temps à s'adapter et à trouver des marques, etc. Et aussi, il y a un petit truc qui je trouve assez sympa, c'est la personnalité du joueur qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et puis, voilà, son agent, Étienne Mendy, son beau-père et son père ont joué au club. Donc même s'il est là que pour 6 mois, il y aura une petite motivation, un petit supplément d'âme. Bien sûr. Donc moi je pense qu'effectivement c'est gagnant-gagnant. Écoutez, on verra ça, ouais, on sera vite fixé de toute façon parce que comme je disais, il reste finalement assez peu de matchs d'ici la fin de saison, donc il va falloir se montrer assez efficace tout de suite pour Anthony Modeste et éventuellement relancer sa carrière qui est un peu au point mort. Et qu'on puisse chanter la chanson surtout. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, on pourra pas la chanter à la divette, mais on essaiera de la chanter chacun chez nous dans le salon. Voilà. Bref, on a parlé des recrues, on va parler des ratés maintenant, rapidement, parce qu'on va pas non plus s'attarder trop sur des joueurs qui ne sont pas venus. Le plus fantastique, c'est quand même ce fameux Mostafa Mohamed. On en avait déjà beaucoup parlé lors du précédent numéro. On pensait que c'était fait. D'ailleurs, beaucoup de journalistes pensaient que c'était fait aussi. Et puis finalement, non. Mostafa Mohamed a signé à Galatasaray, donc notamment par la faute ou à cause de l'interview qu'a donné Roland Romeyer à la TV égyptienne, donc en direct. Donc je pense que beaucoup de gens voient de quoi on parle. Sinon, écoutez, on essaiera de vous mettre le lien de l'interview dans le descriptif de l'épisode. Donc Romeyer qui dénonçait les intermédiaires dans le transfert et qui s'est mis un petit peu à dos l'état-major de Zamalek, qui au départ ne voulait pas d'un paiement échelonné. Donc les Verts qui voulaient absolument Mostafa Mohamed ne voulaient un paiement échelonné. Finalement, ils ont dit bon ok, on paye tout en une fois. Mais échaudés par l'interview de Romeyer, les dirigeants de Zamalek ont dit non, en fait, on ne veut pas vous le vendre à vous, donc on va le vendre à Galatasaray, on va faire tout ce qu'il faut pour le vendre à Galatasaray, notamment
d'accepter un prêt payant à 1,6 million avec une option d'achat de 3,3 millions, donc un paiement échelonné. Voilà, donc en fait c'est une belle bande de clowns. Bon, après moi je sais pas, on va peut-être le regretter de ne pas avoir eu Mostafa Mohamed chez nous, mais pour l'instant, écoutez, on peut pas en dire grand-chose, tant pis. J'ai vu qu'il marquait démarre bien, Galatasaray. ouais. Ouais, tant mieux pour lui, mais bon voilà. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, cette histoire, Mostafa Mohamed, Grugier? Bah, c'est un concours de circonstances vraiment, parce qu'en plus, le président de Zamalek venait d'arriver, d'accéder à la présidence, qu'il a voulu un peu, je pense, imprimer son style. Mais ouais, je me demande à quel point l'intervention de Romeyer était soit un total freestyle, soit c'était prémédité. Et on va le regretter sans doute sur le long terme. Maintenant, bon bah voilà, ça s'est passé ainsi. Voilà. Toi, Robert, t'en penses quoi? Ouais, pareil, passons à autre chose. On saura jamais du coup, mais c'est vrai que de toute façon, pour le coup, on parlait du pari modeste qui était entre guillemets risqué par rapport à l'état de forme du joueur. Là, pour le coup, c'était un pari risqué par rapport au niveau. Moi, je connais pas le niveau du championnat égyptien et à l'adaptation tout à fait. d'un joueur qui arrive d'un championnat un peu dit entre guillemets exotique. Ouais, c'était un Donc, vrai pari. D'ailleurs, bon, il y a un point aussi, c'est qu'il s'adapte bien à Galatasaray, mais au niveau de la culture, niveau langue aussi, c'est quand même plus simple, je pense, pour lui. Et il serait arrivé en France en plein hiver. Non, mais parce que on est d'accord, hein, on en avait déjà parlé, hein, on avait dit que de toute façon c'était risqué de mettre toutes ses billes sur un attaquant qu'on connaissait pas, qui venait d'un championnat étranger, qui connaissait pas la Ligue 1, qui connaissait pas la langue et qui avait un vrai risque par rapport à ça, hein, donc comme vous dites, je pense qu'on ne saura jamais. Peut-être qu'un jour il signera chez nous, hein, mais voilà, enfin, c'était compliqué de se faire une idée sur un joueur qu'on n'a jamais vu jouer et qui venait d'un championnat qu'on connaissait finalement, enfin qu'on connaît finalement assez peu. Voilà pour Mostafa Mohamed. L'autre, en fait, il y a eu beaucoup de ratés, mais c'était que des pistes en attaque, hein, forcément, vu qu'on a signé un peu modeste par défaut, j'ai envie de dire. La deuxième piste qui était revenue, c'était Islam Slimani. On n'en a pas trop parlé, mais apparemment, Islam Slimani a été très proche de signer chez nous. Le transfert a été quasiment acté, avec Leicester qui était prêt à libérer les joueurs et du coup économiser son salaire prendre en charge son salaire pour une partie de son salaire pour faciliter le transfert à Saint-Étienne et libérer de son contrat. Donc en fait il y avait un arrangement, je crois, entre les deux clubs. Mais la fuite de son transfert dans la presse a un peu fait capoter le truc et finalement il se retrouve à Lyon. Donc écoutez, on verra. Moi je trouvais que c'était plutôt un bon joueur. Quand je l'ai vu, quand il était à Monaco, son duo avec Ben Yedder était plutôt pas mal. Maintenant, voilà, je sais pas ce qu'il vaut maintenant. Je crois que à Leicester, il était quand même plus souvent sur le banc que sur le terrain. Donc là aussi, il faut voir un peu est-ce qu'on est passé à côté d'un bon coup ou pas. Toi, Robert, t'en penses quoi de Slimani? je pense que c'était un sacré bon coup, c'était un sacré joueur, mais je pense que c'est plutôt des fuites d'agents parce que je pense qu'on n'était pas du tout en capacité de s'offrir ce type de joueur. Je pense que c'était un peu utopique, c'était des fuites d'agents, mais j'ai cru à aucun moment j'ai cru qu'on pouvait avoir un joueur de ce calibre chez nous. En tout cas, c'est mon avis. Ouais. Toi, Gruger, donc pas de regret, quoi. Ouais, pas de regret. Gruger, toi, Slimani, ça t'inspire quoi? Enfin, tu penses que c'était un bon coup à faire quand même? Même au-delà de l'aspect financier qui était peut-être pas réalisable? Ouais, l'aspect financier, apparemment, c'était en bonne voie et dans un deal un peu à la même configuration qu'avec Modeste, où le club qui nous le prête garde une grosse part du salaire à sa charge. Donc, en fait, la différence, elle est que Slimani sortait d'une bonne saison à Monaco, là où Modeste avait un peu plus de mal à Cologne. Oui, Cologne. Cologne, ouais. Mais bon, pas de regret. Voilà. Ok, bon. Bah ouais, on verra. En tout cas, on lui souhaite de ne pas réussir à Lyon. Enfin, du moins de les emmerder et de faire en sorte qu'ils ne se qualifient pour rien. Voilà.
C'est dit. Mbaye Niang, dernière piste qui est arrivée chez nous. Donc là, c'est un peu aussi le serpent de mer. Donc on en avait parlé en début de saison. Il a été tout proche de signer chez nous. Hein. Apparemment, il était dans les locaux à l'Etra. Et puis finalement, ça avait capoté au dernier moment pour des histoires de gros sous avec ses agents. Enfin, c'est ce que le club, et notamment Roland Romeillet, avait souligné dans la presse. Apparemment, là, c'est pas Saint-Étienne qui est revenu à la charge, c'est Rennes qui l'a proposé à Saint-Étienne parce qu'ils cherchaient à s'en débarrasser. Et finalement, ils ont réussi à le larguer, puisqu'il a signé en Arabie Saoudite pour le projet sportif, hein, évidemment, hein, c'est pas pour autre chose. Mais Saint-Étienne, via Claude Puel, avait signifié qu'il n'était plus intéressé par le joueur. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, je remets pas en cause les qualités sportives de Mbaye Niang qui a quand même fait quelques bonnes saisons à Rennes. Maintenant, la mentalité du joueur me semble un petit peu douteuse, pour ne pas dire plus. Donc, je ne regrette pas du tout que Mbaye Niang n'ait pas signé à Saint-Étienne parce que je pense que dans la situation où on était, c'est pas du tout le genre de joueur qu'il nous fallait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, toi, par exemple, Robert, là, vu que t'avais l'air chaud sur le sujet aussi. Non, tu as très bien résumé la situation. C'est exactement ça. Pour le coup, Modeste a une toute autre mentalité et s'intégrera parfaitement dans l'effectif. Mbaye Niang, partout où il est passé, on a l'impression qu'à chaque fois, il a des casseroles au cul. Là, Rennes veut s'en débarrasser. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'il a fait effectivement une ou deux saisons où il s'est à peu près tenu à carreau. Là, ça a commencé visiblement voilà, ça y est, petite distension avec son entraîneur et ça commence un peu à dévisser. Donc, aucun regret par rapport à ce joueur. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup même, absolument aucun regret parce que ouais, niveau mentalité, rien à voir avec Modeste ou Slimani aussi. Et dans le style de jeu, pareil, parce que tant Modeste que Slimani dans le jeu de haut but, ils sont très bons. Autant Niang, c'était pas, il peut le faire, mais c'est pas sa spécialité. Ouais, donc prend la profondeur lui plutôt. Plutôt, ouais. Donc ouais, à tout point de vue, tant mieux si ça s'est pas fait là. Bon, on est d'accord. Voilà, Mbaye Niang, écoute, bon courage en Arabie Saoudite. On te souhaite de t'éclater là-bas et puis de bien remplir le compte en banque. Et puis voilà, hein, tant pis. Hein, on le verra sans doute jamais sous le maillot stéphanois et c'est peut-être pas plus mal. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour du mercato. En évoquant un peu tous les joueurs qui sont passés par là. On a légèrement dépassé par rapport à nos 42 minutes, mais bon, on nous en voudra pas. On va faire le temps additionnel du coup. On lance la petite musique qui va bien pour se mettre un peu dans l'ambiance. J'ai envie de vous dire, c'est le moment promo un petit peu de ce podcast. Donc on va parler de tout ce qui se passe autour de la Forez Academy et notamment sur hors-jeu. Donc écoutez, on va déjà vous rappeler qu'il y a eu 3 académies qui sont sorties depuis le dernier FAP. Donc l'académie contre Nice, qui a été faite par Robert, victoire. L'académie contre Nantes, qui a été faite par moi-même, match nul. Et l'académie contre Metz, qui a été faite par Gruget, victoire. Voilà, donc vous avez connu la victoire. Moi, je n'ai pas connu la victoire depuis la deuxième journée, je crois, contre Lorient. Ah ouais, ça remonte là. Ouais, j'ai fait que des défaites quasiment, quelques nuls au milieu, mais c'est incroyable. Donc j'espère que le prochain match que j'académiserai se passera un peu mieux, mais voilà. Gros merdier, chat noir. Si tu veux, on fait toutes les académies jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas de souci. Alors là, je vous les laisse. Hein. Si jamais ça nous permet de nous maintenir les doigts dans le nez, puis moi je me reposerai comme ça. Très, très bien. On fait comme ça. Sinon sur hors-jeu, donc il y a évidemment la Forez Academy, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres académies. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis cette semaine, notamment l'Oktay Academy, donc c'est l'académie de Galatasaray, donc qui vous parlera du match Fenerbahçe-Galatasaray, avec un but de Mostafa Mohamed d'ailleurs. Il y a la Crocro Academy qui est sortie, donc pour Nîmes Monaco, la Payade Academy Montpellier Dijon, la Jouzé Academy pour Tottenham West Bromwich, la PL Academy, donc ça c'est une académie de championnat, donc elle vous décrypte tout championnat de première ligue sur la 21e journée. Il y a la Cannes-Bière Academy et la Porte de Saint-Cloud Academy, donc Marseille et Paris, qui vous donnent chacun leur avis sur le match au MPSG. Et on a aussi la Dragao Academy qui est sortie, Farennes Porto. Donc il y a beaucoup d'académies qui sortent régulièrement sur hors-jeu. Allez y faire un tour, c'est essentiel. Sinon, on vous rappelle aussi que tous les mardis à 11h, le comité de vigilance médiatique sort. Donc c'est
C'est un condensé de la semaine footballistique en France et un peu partout dans le monde. Donc une sélection d'analyses éclatées, de comparaisons foireuses, de titres bancals. Voilà, donc c'est très drôle, c'est très bien fait et ça sort tous les mardis à 11h sur orjeu.net. Donc, et d'ailleurs, si vous voulez participer au comité en remontant des infos qui pourraient y figurer, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Il suffit d'envoyer un mail à lecomité, tout attaché, sans accent, @orjeu.net. Voilà, donc n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup si vous le faites. Et puis enfin, on va finir avec le podcast de nos amis d'Arsenal, les Boulets Rouges. Donc ils viennent de sortir leur numéro 5. Et ils parlent notamment de leur joie de voir partir le fameux défenseur Shkodran Mustafi, qui était un petit peu leur Florentin Pogba, mais qui a coûté environ 40 fois plus cher. Donc ils sont assez joyeux, mais ils jouent toujours pas avec Saliba. Donc écoutez, on verra l'année prochaine si Saliba pourra faire sa place dans la défense d'Arsenal. À mon avis, il y a quand même moyen. Voilà, sinon pour la Forez Academy, on vous rappelle qu'on est toujours sur Facebook, on vous mettra le lien dans le descriptif de l'épisode, et puis vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, donc Robert, Gruger et moi-même. On vous mettra aussi nos petits comptes dans le descriptif de l'épisode si jamais vous voulez interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez messieurs, le FAP numéro 4 touche à sa fin. Merci à vous d'avoir participé à ce numéro. Merci à vous de nous écouter. On a vu qu'on avait déjà quelques petits abonnés sur YouTube et aussi sur les plateformes de streaming. Donc merci à ceux qui se sont abonnés à notre podcast et puis merci de nous écouter. On vous retrouve si tout va bien dans 2 semaines. On essaiera peut-être de vous faire un petit sondage qu'on partagera sur les réseaux sociaux pour vous demander quel sujet vous voulez qu'on aborde sur le prochain numéro, comme ça sera un peu participatif. Et puis écoutez, comme toutes les semaines, on va se quitter avec nos amis de la chorale de la Divette, hein, le fameux chant Robert Béric. Et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon match de Coupe de France si jamais vous le regardez demain, et puis allez les Verts. Merci Roland, allez les Verts. Merci, ouais. Et allez les Verts, évidemment. Robert Béric